Soyez tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Toute relation vraie nous bouleverse, nous transforme. Les bébés savent admirablement faire ça. Ce sont eux qui font de nous des parents, et pas nous qui faisons d'eux des enfants. Entrer dans le lien d'attachement qu'ils nous proposent nous permet de nous relier à eux, tout en nous connectant à nous, à notre nature profonde et à la nature dont nous faisons partie. Ainsi, la parentalité peut être une formidable voie d'accès à l'écologie. En nous engageant mutuellement à nous relier avec des êtres qui vivent autour de nous et qui ne pensent pas comme nous, elle nous entraîne spontanément dans la transition écologique que beaucoup cherchent intellectuellement sans réussir à la vivre concrètement. Comment l'écoparentalité suscite-t-elle ce miracle ? Parce qu'elle nous transforme radicalement en nous mettant en contact direct, corps à corps, avec un autre qui ne réagit pas comme nous, qui n'a pas les mêmes besoins et pas la même manière de les exprimer. Parce qu'elle nous propose d'y répondre de manière écologique, c'est-à-dire en ne gaspillant pas nos ressources, qu'elles soient matérielles, énergétiques ou émotionnelles, et au contraire en les régénérant sans cesse. Et pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté pour eux, nous verrons que l'écoparentalité est réparatrice pour tous. Comment cela est-il possible ? Je vous propose de le voir avec Dalibor Kamilanovic. Dali est entre autres logicienne, philosophe, éditrice, directrice de publication de plusieurs revues, engagée sur ces sujets qu'elle a longuement étudiés. Ensemble, nous allons parler d'écoparentalité et de l'intelligence de la vie. Les bébés sont des êtres complets et bourrés de compétences. Nous faisons confiance à leurs capacités. Un tout autre regard et un tout autre mode de vie sont possibles. Cet entretien est diffusé en 2 épisodes. Très bonne écoute. Cher auditeur, ce podcast est pour toi. Entre là. Bonjour Dali, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous dire qui tu es ? Oh là, qui je suis ? Peut-être commencer par dire d'où je viens et ce que je fais actuellement. Ça me semble important de le préciser. J'ai été formée initialement en philosophie et en sciences, plus exactement en logique et en mathématiques. J'ai par ailleurs un grand intérêt pour les sciences du vivant et en particulier en philosophie, en épistémologie et en philosophie des sciences. Et après cette formation initiale, j'ai fait totalement autre chose. D'abord, j'ai eu des enfants et ça m'a profondément modifiée. En tout cas, ça a profondément modifié la façon dont je percevais mon avenir et comment j'allais investir ce monde dans lequel je vivais. Et finalement, ça m'a orientée vers d'autres horizons. J'ai choisi de m'engager pour la défense des droits des enfants et des mères. Peu de temps après la naissance de mes enfants, j'ai été longtemps mobilisée fortement, physiquement, psychiquement, par le soin que je leur ai apporté, par leur éducation, comme on dit. C'est quelque chose que j'ai trouvé très, très plaisant et gratifiant et qui m'a énormément apporté. Et donc, suite à ça, je me suis formée à l'accompagnement de l'allaitement auprès de la Lucchesi. En fait, à chaque fois que j'ai été confrontée à un problème, j'ai eu envie de travailler à une solution. Et donc, j'ai été confrontée au manque de soutien des femmes pendant le postpartum. Et j'ai très souvent, à la suite de ça, rejoint une association pour militer dans un sens favorable aux mères et aux femmes et aux enfants d'une manière générale. Je me suis formée à l'accompagnement à l'allaitement. Je me suis formée aussi au métier de doula. Tout ça entre 2005 et 2007. 2005, c'est la naissance de mon 3e enfant. C'est d'une certaine manière pour pallier le manque de solidarité entre êtres qui ont existé par le passé, mais qui ont été, oui, substituées par d'autres formes de solidarité et d'aide plus institutionnalisées. Et avec la dégradation actuelle des services publics, ça tend même plutôt à la disparition de cette solidarité, alors même que le tissu social qui soutenait cette solidarité et cette entraide a totalement été détruit, carrément presque disparu. Donc
tout ça, ça permettait un petit peu de pallier ces graves manques qui mettent beaucoup de femmes. On dit les parents souvent, c'est très politiquement correct de dire les parents, mais en fait, essentiellement, ça concerne quand même les femmes. Donc, ça les met dans une grande, grande détresse. Je me suis impliquée dans ces diverses associations militantes, associations et collectifs militants, aussi sur la question de l'accouchement respecté. Ensuite, après quelques années d'accompagnement des mères, j'ai fondé en 2009 une maison d'édition dont les thèmes de prédilection sont l'allaitement, la grossesse, le maternage, l'éducation, la parentalité, l'écologie des relations, la santé et la cause des femmes et des enfants, entre autres, même si on a quelques publications un peu insolites dans notre maison d'édition. J'ai également été rédactrice et directrice de publication du magazine parental Grandir autrement entre 2012 et 2017, magazine qui a malheureusement fermé très récemment. Et je suis l'autrice de différents sites dans lesquels je m'exprime, où j'écris des textes. Donc il y en a essentiellement 2, c'est le Gai Savoir, philosophie, éducation et écologie. Et il y a Enfantillage qui propose des textes qui dénoncent toutes les formes d'oppression, plus ou moins examinées au prisme de la domination adulte et patriarcale. Voilà. Alors si quand même j'ai créé les Tentes Rouges en France en 2008. Les Tentes Rouges, ce sont des cercles de parole réservés aux femmes. Et aujourd'hui, en parallèle de mon activité d'éditrice et en plus de mes engagements militants, je suis directrice de la rédaction d'un bulletin d'information international en 6 langues sur le sujet de l'allaitement. Et je mène par ailleurs un travail de recherche transversale et pluridisciplinaire sur l'enfance, la maternité et sur la construction et la diffusion de savoir dans une perspective écoféministe. Et tu es aussi présidente de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Exact, depuis peu. Moi, je suis membre de l'OVO depuis sa création, en 2006, mais ce n'est que depuis octobre 2022 que j'en suis la présidente. L'OVO, c'est l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Récemment, on a inscrit à la déclaration, on a rédigé une déclaration de philosophie et on a ajouté dans cette déclaration de philosophie à violence éducative ordinaire, on a ajouté domination adulte parce que la domination adulte, c'est une structure d'oppression qui nous paraît fondamentale à repérer, analyser, dénoncer parce qu'elle est le fondement de la violence éducative ordinaire. Dali, tu es une femme engagée, mère, philosophe. Comment tu définis l'écoparentalité? Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans ta vie? Quand j'ai eu des enfants, j'ai beaucoup cherché sur Internet. J'avais des désirs, j'avais des idées, j'avais des fantasmes en lien avec la parentalité et la maternité. Et je me suis confrontée au réel, en salle de naissance. D'abord, puis ensuite toute seule chez moi. Puis plus tard, face à l'éducation nationale, enfin. Et je me suis dit, mais c'est pas de ça dont j'ai envie pour moi, pour mes enfants. J'étais extrêmement frustrée et j'essaie de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne me satisfait pas. Alors c'est drôle parce que en général, les gens disent, avant j'avais des principes et maintenant j'ai des enfants. Et moi, j'avais l'impression que, non pas que j'avais des principes qui étaient rigides, mais j'avais une espèce d'idée, voilà, une idée de ce dont j'avais envie. J'avais envie d'un accouchement physiologique. J'avais envie d'accueillir mon enfant dans la douceur. J'avais envie de l'allaiter pendant 1 an. J'avais vraiment, dès le départ, cette envie de le garder près de moi pendant au moins 1 an, parce que je pensais que c'était ce qui était le plus naturel, qui répondait le mieux aux besoins de l'enfant. Voilà, j'avais toutes ces idées-là. Et ça me semblait totalement évident. Et je ne pensais pas que je rencontrerais une telle résistance dans le réel, en fait, à ces projets, ces idées, non pas des principes, mais des attendus. Voilà, je m'attendais à ça. C'est ce qui se fait. C'est ce qu'un humain peut attendre en arrivant au monde, en fait. J'avais un peu cette idée-là. Et face à des attendus extrêmement simples, des besoins extrêmement élémentaires, je me suis heurtée à la résistance du réel. Et je me suis demandé pourquoi. Voilà. Et ça m'a effectivement amené, ayant ce naturel, à essayer de
comprendre, de trouver du sens, de réfléchir, d'analyser, je me suis posé énormément de questions. Donc j'ai fait énormément de recherches, j'ai essayé de rencontrer des gens qui s'étaient posé les mêmes questions. Je tapais des mots-clés comme ça. Alors je me suis d'abord renseignée sur l'allaitement. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Et petit à petit, j'ai rencontré des gens qui réfléchissaient sur l'éducation non violente, sur l'éducation respectueuse, sur l'accouchement naturel, sur l'allaitement, etc. Et on essaie un petit peu de trouver un terme commun pour désigner des pratiques puériculturelles et parentales qui nous semblaient avoir quelque chose en commun. Mais il n'y en avait pas. Les unes disaient qu'elles pratiquaient le maternage proximal, les autres parlaient d'éducation respectueuse ou non violente. On n'avait pas vraiment de concept ou de terme qui permettait vraiment de faire le lien entre des pratiques qui nous semblaient avoir des traits communs. Et donc, insatisfaite des différentes propositions terminologiques, du point de vue ou conceptuelles qui étaient proposées pour désigner ce mode d'être parent respectueux de l'enfant et du parent lui-même, et partant du principe que les besoins élémentaires et universels de l'être humain sont prioritairement d'ordre biologique, j'ai proposé le mot écoparentalité. Avec ce mot-là, il s'agissait de mettre l'accent sur la nature écologique de toute relation respectueuse des besoins physiologiques des membres d'une famille, et même plus largement des membres d'une communauté. Alors, un besoin physiologique, c'est un besoin dont la satisfaction permet la marche normale, la santé d'un organisme vivant. Parmi ces besoins, eh bien, il y a des besoins physiques, évident, il y a des besoins psychiques, des besoins affectifs aussi, des besoins intellectuels. Je le précise parce que encore il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, on considérait que prendre soin d'un enfant, c'était lui donner à manger, lui changer sa couche, enfin, tu vois, des choses de ce genre-là. Eh bien non, c'est pas un enfant, ça s'attache, ça a des besoins affectifs, ça a des besoins de stimulation, des besoins intellectuels, etc., etc. Et donc une relation parent-enfant qui est écologique, elle se caractérise essentiellement, de mon point de vue, par deux choses, l'immédiateté et la continuité. Voilà, j'ai préféré utiliser un terme radical plutôt que de dire proximité, parce qu'on dit maternage proximal. Et après, le mot proximité peut être interprété de différentes manières. Et proximité, ça peut être 2 centimètres et puis ça peut être 2 mètres. Alors moi, j'ai coupé court, j'ai dit immédiateté. Ça veut dire que l'immédiateté, c'est un mot assez clair qui signifie qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre deux corps. On est dans le corps à corps. Il n'y a pas d'objet médian dans une relation. La deuxième composante, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture dans la relation. Je suis consciente d'à quel point ces deux mots-là peuvent être suffocants pour certaines personnes, parce que justement les revendications de nombreuses féministes étaient précisément de ne pas avoir la charge exclusive du travail reproductif, du soin aux petits. Et donc leur parler d'immédiateté, de continuité, c'est juste pas possible en fait. Mais on y reviendra plus tard, peut-être quand on parlera de féminisme. Alors par exemple, voilà, typiquement, l'allaitement. L'allaitement, c'est un type de relation entre la mère et l'enfant qui implique aussi bien l'immédiateté que la continuité. Et l'allaitement apporte à l'enfant non seulement un aliment qui est adapté sur le plan biologique, le système digestif du bébé attend le lait maternel et rien d'autre pour s'épanouir pleinement, même si d'autres laits animaux peuvent permettre à un enfant d'être nourri. C'est pas ce à quoi s'attendent les cellules de son système digestif pour profiter pleinement de la nourriture qui lui est apportée. Et ça apporte aussi un type d'interaction qui est adéquate sur le plan affectif. Donc, quand un enfant naît au monde, il s'attend à recevoir un certain nombre de soins. Et ces soins sont complètement cohérents. C'est pour ça qu'on parle de continuum, notamment entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine. Il s'attend complètement à ce qu'il n'y ait pas de rupture radicale dans le type, dans la façon dont il a été pris en charge dans la matrice, dans l'utérus maternel, où il bénéficiait à la fois de portance, de bercement, de chaleur, de proximité des voies humaines. Il est sorti du ventre maternel, il n'y a aucune raison que tout ça s'arrête. Qu'il soit posé dans un berceau,
qui n'est pas mobile. Et oui, il n'est pas aussi, j'oubliais, stimulé constamment. Sa peau n'est pas stimulée constamment par les mouvements de la personne qui le porte, qui peut être la mère ou le père d'ailleurs, ou le père ou n'importe quel membre de la communauté en réalité. Je voudrais pas qu'on dise que je suis hétéronormée. Donc j'évoque l'allaitement. Donc non seulement ça apporte à l'enfant ces bénéfices-là, mais ça les apporte aussi à la mère, parce que les hormones qui sont sécrétées pendant l'allaitement sont des hormones qui ont un effet puissant, qui vont l'apaiser et qui vont lui faciliter l'accueil de l'enfant et l'accompagnement du rythme de bébé. Parce que le rythme du bébé, c'est quelque chose de très, très déroutant pour une maman. Eh bien, on est équipé, les femmes sont équipées d'une réponse, enfin, elles sont capables d'une réponse biochimique adéquate qui leur permette de soutenir ce challenge, ce défi qui arrive à ce moment-là de leur vie. Bien sûr, il y a le pot à pot, le portage qui permet de satisfaire des besoins de contact, de chaleur et du mouvement du bébé, ce qui n'est pas le cas des objets médiateurs que j'ai évoqués tout à l'heure, dont j'ai donné aucun exemple, mais là je peux le dire, ce sont des lits séparés, des poussettes, des tétines, des biberons, etc. Tout ça, ce sont des objets qui introduisent des ruptures dans la relation. On en parlera peut-être plus tard. C'est quelque chose d'important. On pense tout le temps que une petite rupture, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a accepté le principe d'en accepter une, que la rupture était acceptable, en réalité, on s'aperçoit que c'est très difficile de ne pas y recourir de plus en plus. Donc l'écoparentalité, c'est foncièrement écologique, puisque d'une part, on évite de créer et d'acheter un tas de matériel qui est absolument inutile, mais beaucoup plus que ça, en fait, on évite aussi énormément de coûts affectifs, émotionnels, énergétiques, puisqu'en fait, il n'y a pas de rupture, il y a cette continuité, ces choses qui sont faites naturellement pour aller ensemble, qui fait que tout coule de source, en fait, c'est fluide. Exactement. Et puis ce que je voulais aussi, ce sur quoi j'insistais, c'était que c'était non seulement bénéfique pour le bébé, mais c'est aussi pour le parent. Ce ne sont pas des pratiques qui sont uniquement à l'avantage de l'enfant et au sacrifice du parent. Le parent aussi, dans le portage, retire énormément de bénéfices qu'on ne voit pas immédiatement parce que, je vais développer après, c'est que souvent ces pratiques puériculturelles impliquent un retour de l'enfant dans le champ dans la sphère du public, alors qu'il en a été exclu et qu'il a été totalement relégué dans le champ de l'intime. Et juste pour boucler la boucle sur la convocation de l'écologique dans le terme écoparentalité, ce que je voulais dire, c'était que les ruptures que j'évoque, les séparations des enfants et de leurs pourvoyeurs de soins, sont, dans notre culture actuelle, des normes des relations humaines. Eh bien, ces ruptures-là sont anti-écologiques. On a des normes anti-écologiques. On vit dans une société anti-écologique. La société, elle est dans son mode d'organisation même, pas simplement dans le fait qu'elle produit énormément de déchets polluants. Le type d'organisation est anti-écologique parce qu'il crée ces séparations et ces ruptures qui créent énormément de souffrance pour tous, pas seulement pour les enfants, pour les parents aussi, même si on ne le voit pas tout de suite. La déperdition d'énergie et à chaque fois une surenchère, donc un surcoût énergétique tout à fait absurde sur le plan écologique, pour rétablir le lien rompu et guérir les blessures qui en résultent. On est sans arrêt dans cette logique-là. On casse, on rompt, et ensuite, on va guérir. Alors que c'était beaucoup plus simple de suivre dès le départ les attendus biologiques de l'espèce humaine. Voilà. Oui, ça me semble vraiment important parce qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas juste parce qu'on va utiliser des couches lavables, des pattes biberons, qu'effectivement, il y aura moins de ressources utilisées. C'est au-delà de ça, effectivement, c'est tout ce continuum qui est extrêmement naturel, fluide, agréable et qui permet de faire plein de choses les uns et les autres et de s'ouvrir chacun son rythme. Et il y a quelque chose qui est extrêmement doux, vivant, vivifiant, qui est sans doute la raison aussi pour laquelle, quand on vit cette expérience parce qu'on a envie de la vivre, il y a quelque chose qui nous transforme, parce que toute relation vraie, authentique, elle nous transforme en fait. Et si on tire ce fil, tu me disais aussi quand on préparait cette émission, on en avait déjà discuté ensemble, que en fait, on peut être dans cette écoparentalité aussi facilement parce qu'il y a une intelligence de la vie, en fait, il y a un savoir, une intelligence naturelle, des processus naturels,
fait, le bébé, quand il naît au monde, il n'est pas incapable, en fait. Il y a des tas de choses qu'il sait déjà faire. Est-ce que tu veux nous parler de ça pour qu'on comprenne cette intelligence de la vie qui est vraiment à l'œuvre, en fait, dans la maternité? Oui, il y a une lecture qui a été assez bouleversante pour moi au début des années 2000, alors que, comme je l'évoquais tout à l'heure, je me renseignais sur la maternité, l'enfant, etc. C'est les compétences du nouveau-né de Marie Thirion. Elle explique que la compétence première du nouveau-né, c'est créer une relation. L'être humain est un animal social dont la survie, dépend du lien. Je dirais pas du collectif comme aiment le dire certains politiciens, mais je préfère dire du lien. Parce que le collectif, c'est quelque chose qui peut être extrêmement étouffant et autoritaire et faire souffrir. Et on peut avoir du collectif sans avoir de lien. Je pourrais le préciser plus tard, éventuellement si nécessaire, mais le collectif n'implique pas forcément un lien écologique. Donc, il arrive au monde avec cette capacité à créer du lien. Il est équipé pour ça. Et c'est à sa charge, c'est ça qu'elle explique. C'est que c'est à sa charge, et celui avec qui il crée le lien et qui l'accueille, il a toutes les fonctions physiologiques qui lui permettent de l'accueillir et de l'ouvrir à cette demande de lien. Et c'est extrêmement joliment expliqué dans son livre sur comment l'embryon, s'attache à l'utérus maternel. Et vraiment, je recommande cette lecture, c'est très très beau. Et par la suite, tout ce qu'il met en œuvre, les vaisseaux sanguins qui vont plonger dans l'utérus et qui vont créer les échanges, est initié par l'enfant et le parent y répond. C'est pour ça que très souvent, j'aime bien employer le mot répondance. On ne supporte pas les cris d'un enfant. On ne les supporte pas parce qu'on est équipé pour y répondre, tout simplement. C'est quelque chose d'intolérable. Donc, des deux côtés, aussi bien du côté de l'être qui naît et de l'être qui est déjà pleinement développé, tous les ingrédients sont là, dans le corps, dans la physiologie, dans la biochimie, les hormones, etc., pour créer le lien. On peut appeler ça la nature, l'intelligence de la nature. Disons que c'est comme ça que notre espèce a évolué. Quand les humains disent « j'ai fait un enfant », en fait, c'est l'enfant qui a fait ses parents. Alors, carrément. Ouais. C'est vrai, ça. Mais oui, c'est bien dit. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est l'enfant qui J'ai toujours été atterrée par cette formule, en fait, les gens qui disent « j'ai fait un enfant », parce que moi, j'avais la sensation d'accueillir un être en me disant oh, qui est-ce qui va, comment il va être, qui va venir, ça va être quoi la coloration, les besoins, enfin de cet être qui arrive. J'étais un peu émerveillée par ce grand mystère en fait d'accueillir en soi quelqu'un dont on ne sait rien. Et je pense que si j'avais dû faire comme tout le monde, il aurait manqué les 9/10 des ingrédients. Enfin, c'était pas possible. Donc, ce que tu nous dis à la lecture de Marie Thirion, c'est qu'en fait, c'est l'enfant qui progressivement construit tout ce dont il a besoin, finalement, et qui va continuer à faire donc après la naissance, hein, c'est ça? Oui. Alors, elle le présente comme ça d'une manière très poétique, mais à la fois étayée, parce qu'elle décrit les processus qui sont à l'œuvre dans l'embryogenèse, et ensuite dans la croissance du fœtus dans l'utérus maternel et comment les échanges se font. Puis ensuite, une fois que l'enfant naît et qu'il passe d'un type de métabolisme à un autre, c'est extrêmement précis. Et aussi, elle parle de l'importance, période sensible, pour la construction de certaines compétences dont les enfants peuvent être privés dans un type de puériculture ou de maternage qui serait inadéquate. Alors, elle n'en parle pas parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est pas son propos, mais on peut s'interroger sur ce que ça implique comme manque pour un enfant du point de vue de son développement neurologique, biomécanique, organique, que sais-je, de ne pas être porté. Je suis étonnée qu'on ne vienne pas poser cette question-là. Qu'est-ce que ça implique? Ça devrait être étudié. Deux précisions quand même. La première, je dis maternage et j'assume complètement, non pas pour dire que c'est la mère qui pourvoit à ce type de soins. Maternage désigne un type de soins qu'on apporte. C'est les soins qu'on apporte
à un tout petit. Voilà, dans la période primale. Il y en a qui disent que c'est jusqu'à 1 an. Moi, je considère que la période primale, ce serait même plutôt 3 ans. Donc, quand je dis maternage, je parle pas, je ne dis pas que c'est une activité exclusivement réservée aux femmes. Un homme peut materner un enfant. La deuxième chose, c'est comment fonctionne le cerveau humain, en fait. Il y a des périodes sensibles. Elle donne un exemple assez basique, mais je pense que tout le monde connaît. C'est la formation de différentes compétences comme la vue, l'ouïe, etc. Et quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en biologie, dans l'embryogenèse, les organes se forment par élimination des organes inutiles, enfin des éléments inutiles. Dans la formation de la main, au départ, on a une palme et puis petit à petit, entre les doigts, le tissu surnuméraire est détruit. C'est pareil aussi avec les neurones. Les neurones qui ne sont pas utilisés vont être détruits. Beaucoup connaissent l'expérience, triste expérience par laquelle on a cousu les paupières de petits chatons et qui n'ont jamais pu voir parce qu'à une période sensible de construction de la compétence vision, ils n'ont pas été en mesure de stimuler leurs yeux. Et donc, tous les neurones qui étaient spécialisés dans la vision ont été détruits, car inutiles. Donc, on peut raisonnablement se demander de quoi on prive les enfants en les privant des expériences qui sont liées au portage, à l'allaitement. Ce que tout nous explique donc, c'est que ce maternage proximal, naturel, il est bon pour l'enfant, il est bon pour les parents, il est simple, facile à vivre, puisqu'il y a beaucoup moins de matériel, il est plus écologique, puisqu'on évite les ruptures, les frustrations, aussi bien de l'enfant que du parent. On évite tout ce qu'on aura besoin de mettre en place pour compenser. Et ce qu'on voit aussi dans notre expérience à toutes les deux, c'est que c'est une des voies possibles pour commencer à mettre en place des actions, un mode de vie bien plus écologique, bien plus lié à l'intelligence de la vie, en fait, bien plus naturel au sens profond du terme. Comment on fait le chemin de l'un à l'autre, Dali ? Il me semble qu'il se passe quelque chose d'assez particulier quand on accueille un enfant et qu'on n'est pas en résistance face à la relation qu'il veut construire avec nous. Je parlais tout à l'heure des normes culturelles des normes de nos sociétés qui sont anti-écologiques. Elles induisent des ruptures et des séparations. Elles sont en contradiction avec l'appel de la vie en réalité, avec la manière dont la personne qui arrive au monde entend construire une relation avec ceux qui sont là pour l'accueillir. Et quand on accepte ça, cette proposition de lien qui est faite, qui implique beaucoup de proximité, qui implique de l'immédiateté, qui implique beaucoup de continuité, c'est extrêmement déroutant, ça peut être dérangeant. C'est dérangeant parce que, en général, on n'a pas été soi-même accueilli comme ça. On n'a pas l'habitude de voir autour de nous des gens accueillir des enfants de cette manière-là. Et surtout, ça implique un rythme de vie auquel on n'est absolument pas habitué. On n'est pas habitué à cette intensité-là. On peut simplement barrer la route à ce type de lien qui est proposé et dire non. C'est la réalité matérielle, sociale, économique autour de nous qui va nous empêcher d'accepter ce genre de relation qui est proposé. Et cette matérialité-là, on va la justifier par la suite en disant c'est bon pour son autonomie, on va le gâter, enfin toutes ces choses qu'on dit pour expliquer qu'on se ferme comme une huître à la demande, à l'attendu, à l'attente du bébé qui arrive. En revanche, si on laisse la porte ouverte, et là, il peut se passer des choses absolument extraordinaires. Il me semble que on accueille pleinement une personne et qu'on prend vraiment conscience du fait qu'elle est une personne complète avec toute sa singularité, ses spécificités, ses besoins, ses préférences, ses goûts, ses dégoûts, que lorsque on accepte de se défaire de ce carcan culturel qui nous impose des directions dans nos relations et des modes de relations.
c'est quelque chose que les femmes sont amenées à éprouver, mais que des hommes pourraient être amenés à éprouver également. Les hommes, même si c'est pas eux qui prennent en charge le travail reproductif et qu'ils n'ont pas les hormones des instincts maternels, c'est-à-dire la prolactine, etc., on a quand même montré que le fait de s'occuper d'enfants augmente chez eux aussi certaines hormones liées au maternage. Et ces moments-là sont des moments qui sont des opportunités extraordinaires, il me semble, pour même soi-même soigner ses blessures de maternage, de défaut de maternage qu'on a pu avoir nous-mêmes, si on n'a pas été materné, et aussi pour remettre en cause justement des normes culturelles qui nous sont imposées. Parce que là, on est dans une espèce de face à face avec une personne qui est en train de littéralement, radicalement remettre en cause toutes les normes auxquelles on adhérait complètement avant par réflexe, par automatisme, parce qu'on avait grandi dedans. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que de nombreuses femmes qui ont choisi le maternage proximal témoignent de quelque chose de vraiment bouleversant, qui renverse toutes leurs convictions, tous leurs paradigmes et qui va leur permettre après d'avoir même un abord différent de tout, de la vie des autres personnes. Une relation de maternage proximal peut même contribuer à réparer des relations avec des enfants qui avaient précédé, qui n'avaient pas été maternés de cette manière-là, qui n'ont pas été allaités, qui n'ont pas été portés. Vraiment, le potentiel est puissant. Et comme j'ai défini ça tout à l'heure, l'écologie fondamentale, non pas comme le fait de se soucier de son impact sur l'environnement, combien de carbone on produit, etc., mais plutôt comme un type de relation au vivant qui est tissé de respect, de bienveillance et surtout de la certitude absolue que la vie d'un autre organisme a une valeur absolue. C'est pour moi le véritable fondement de la conscience écologique qui ensuite fera que, eh bien, on n'aura pas des gestes de destruction vis-à-vis de notre environnement d'une manière générale. On ne jettera pas à la légère des choses polluantes dans notre environnement. Il me semble qu'il faut avoir en soi quelque chose de profondément abîmé. Je dis souvent que le type de maternage occidental qui introduit énormément de ruptures et de souffrances abîme, écorche, détruit la sensibilité des êtres humains que nous sommes. Notre problème, c'est pas tant un problème de défaut de conscience écologique. Il me semble que c'est un défaut de sensibilité. Et l'intelligence, ce que beaucoup appellent l'intelligence, moi, le défaut d'intelligence, j'aurais tendance à dire que c'est du défaut de sensibilité. Et la sensibilité, on n'est pas en train de parler de dire « oh, je suis trop sensible » ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est la sensibilité, c'est la capacité à réagir à notre environnement, à être touché par lui et à avoir conscience que c'est un monde complet à soi, qu'on ne peut pas juste écraser comme ça parce que ça nous arrange, parce que ça arrange nos intérêts. Oui, c'est une expérience vraiment bouleversante quand on l'a fait pleinement, celle d'accueillir un enfant comme il est, sans savoir qui il va être, avec la crudité de qui il est. C'est en fait une ouverture majeure à l'altérité. Et je pense comme toi que si on s'ouvre à cette altérité-là, on s'ouvre à toutes les autres. On s'imagine un petit peu comme un entomologue ou un botaniste, alors peut-être, ou je sais pas, voilà, qui regarde, qui observe le comportement et qui va essayer de trouver la manière d'interagir qui soit la plus respectueuse, sans jamais forcer. Voilà, on va tendre la main, mais on rentrera en relation que si l'autre l'accepte, le veut, le demande. Et on observe tous les signaux fins qui sont des acquiescements à entrer en relation. Ça, on n'est absolument pas capable de le faire avec un enfant. L'enfant est considéré comme un objet, un disposable, comme disent les Anglais, je crois, c'est-à-dire voilà un genre de bien que l'on peut déplacer où on veut, que l'on va sculpter, façonner comme on le souhaite. C'est
comment dire, c'est la théorie du développementalisme en fait. L'idée que l'enfant qui naît une table rase ou un matériau brut, voilà, c'est de l'argile comme ça, et puis petit à petit, on va le sculpter. Alors tu me diras, cette image est conforme à celle que j'ai employée tout à l'heure de la main palmée et des neurones qui sont détruits. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que le mouvement de sculpture, le geste, le ciselage, c'est pas l'enfant qui l'opère de lui-même, ce qui devrait être le cas, c'est l'adulte. Et donc, qui décide de le faire un petit peu comme ça l'arrange, comme il a envie. D'abord, en cela niant complètement les compétences de l'enfant à le faire lui-même, et deuxièmement, en le faisant d'une façon qui va aller contre les intérêts de l'enfant, qui vont le faire souffrir. L'enfant souffre de deux choses, de ne pas faire lui-même et qu'on lui fasse quelque chose qui lui soit douloureux, qui le fasse souffrir. Alors, j'attends tout de suite au tournant les gens qui me diraient oui, mais enfin bon, on ne peut pas juste les regarder comme ça, comme une plante, on interagit. Bien sûr qu'on interagit, mais comme je disais tout à l'heure, selon la modalité, de toujours vérifier que l'enfant est d'accord. Évidemment, objection classique, je l'attends, s'il jette sur la route, on va quand même pas le laisser faire, on va l'attraper. Et évidemment, s'il se jette sur la route, on va pas laisser faire, on va l'attraper. Quoique j'ai envie d'ajouter entre parenthèses, des enfants maternés et éduqués avec respect qui se jettent sur la route, j'en ai pas vu beaucoup. Mais bon, fermons la parenthèse, mettons. Au quotidien, c'est jamais cette situation-là qu'on retrouve d'enfants qui foncent sur une route où roulent beaucoup de camions. Non, au quotidien, c'est pas ce genre d'interventionnisme auquel on a affaire. C'est des enfants qui sont déplacés, ballottés d'un endroit à un autre, posés en garde avec des inconnus, à qui on refuse, aux pleurs desquels on ne répond pas, à qui on refuse les bras, à qui on refuse la tétée, qu'on oblige à manger à telle heure, à manger de tous les aliments parce qu'il faut qu'ils goûtent à tout, à faire pipi à telle heure, à se lever tôt le matin pour aller à l'école. Moi, je suis en train de parler de ça, c'est pas se jeter sous un camion. Et ces choses-là les plus élémentaires, on va dire de l'ordinaire, qui n'implique aucun danger pour qui que ce soit. Déjà, à ces moments-là, on est en train d'intervenir de manière totalement injustifiée. Et la violence éducative, elle naît de là. Et l'éducation, c'est un paradigme par lequel on se justifie de faire violence aux enfants. On dit qu'on fait ça pour leur bien. Donc, j'évoquais le fait qu'on veuille toujours donner du sens à nos actes, et bien là, typiquement, on va dire, mais ils sont pas compétents, ils savent pas. Il faut bien que quelqu'un fasse à leur place. Il faut bien qu'on s'en occupe, etc. Regardez, un enfant, quand il vient au monde, il sait pas manger tout seul, il sait pas prélever tout seul la nourriture dans son environnement, il sait pas se laver. Enfin, faut bien qu'on s'en occupe. Et sous prétexte de cet état de besoin physiologique, on va passer à l'idée que c'est un être inachevé, incomplet, que nous devons façonner. Et même si ça fait du mal, oui, mais c'est pour l'éducation, c'est pour lui, c'est pour son futur. Et cette idéologie du développementalisme qui voit en l'enfant un être qui n'est pas complet au départ, qui est mal dégrossi ou machin, et qui doit atteindre un certain stade de perfection et de complétude, c'est cette idéologie-là qui nous empêche de voir que dès le départ, un enfant est complet. Il n'a pas les mêmes compétences que nous, il n'a pas les mêmes capacités physiques, intellectuelles, mais déjà, il est complet et c'est déjà une personne. Et c'est déjà en tant qu'être vivant, doué d'un système sensoriel qui lui permet d'avoir une sensibilité, c'est déjà un être vivant qui est capable d'exprimer des préférences et des dégoûts. Il les construit déjà dans l'utérus. Le fait qu'ils puissent faire tout seuls, c'est pas une manière de dire qu'il faut les abandonner dans un berceau. Ça, on a bien compris que c'était pas possible, puisque si on le faisait, ils mourraient. Mais c'est pas une raison pour leur donner le minimum non plus, de faire en sorte que juste ils n'en meurent pas. Leurs besoins sont bien plus vastes que d'être nourris et changés. Et ce sont des besoins de base d'un être sensible, d'un être doué de sensibilité. Voilà. Et ce que tu dis, en fait, dans le fait qu'effectivement, c'est déjà des êtres avec une certaine complétude, qu'on a plus, du coup, intérêt à accompagner qu'à dresser,
ça met effectivement dans une posture différente et ça permet aussi, je crois, tu vas nous en parler, tu réagiras, d'arrêter de contrôler tout. Parce qu'en fait, on voit aussi des parents qui s'épuisent à vouloir contrôler l'emploi du temps de leurs enfants, de leurs bébés, de la première à la dernière seconde, les heures de sommeil, toutes les interactions, tout ce qui doit se passer. Et je crois que ce contrôle est vraiment, vraiment épuisant. Il est vite fatigant pour la relation, fatigant pour tout le monde. Et il met dans cette sensation, enfin dans cette idée qu'il faut effectivement contrôler, que c'est pour leur bien, etc. Et ça, après, cette idée-là, d'ailleurs, qui peut venir d'ailleurs que de l'éducation, elle se répand partout. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de comment ça nous changeait. Moi, je pense que ça a aussi profondément changé ma manière d'accompagner des équipes d'adultes. Et je pense que j'ai encore plus maintenant conscience que chacun est complet, même si les gens ont pas l'air ultra compétents, et qu'il y a sans doute des ressources à aller éveiller ou mettre en lumière chez eux, et que le collectif est aussi très capable. Et ça change profondément les manières d'être avec les autres. Ça, je suis d'accord, oui. Le contrôle, il vient de notre méfiance ou de simplement notre défaut de confiance d'abord en l'enfant. En fait, un enfant sait survivre. La manière qu'il a de survivre, c'est de créer un lien d'attachement avec l'adulte qui s'en occupe. S'il a réussi ça, c'est bon, sa survie, elle est assurée. Et donc, si on perd la confiance, en confiance en cette capacité, cette compétence de chaque humain à survivre et à mettre toutes les compétences dont il dispose à un instant T pour survivre, eh ben on tombe dans le contrôle. Et il me semble que c'est la sinistre œuvre de toute une succession d'experts qui ont méthodiquement construit l'incompétence parentale. Le développementalisme fait partie de ces idéologies produites par ces experts, qui sont probablement pas malveillants, c'était pas du tout mon idée, mais simplement en parlant de stades de développement, etc., en scientifisant le développement des humains, finalement, ils ont induit l'idée que c'était quelque chose qui n'était pas à la portée d'un simple mortel, d'un simple parent, qui ont oublié que ça fait depuis que le monde est monde que des parents mettent au monde des enfants et qu'ils n'ont pas attendu des experts qui vont leur expliquer toutes sortes de choses, comme on en voit. Je ne sais pas, les horaires des repas, le type de repas. Ça, c'est scientifisé à outrance. Et puis, on les voit rivaliser de qui scientifiera le plus le développement des enfants. Alors là, maintenant, avec le développement des neurosciences, la neuropédagogie, c'est vertigineux. Donc, on se retrouve avec des parents qui ont été totalement décompétentisés, incompétentisés. Et finalement, les ingrédients nécessaires pour bien s'occuper d'un être humain, ils sont extrêmement simples. Mais voilà, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont intérêt à ce que les parents ne croient pas que c'est extrêmement simple de s'occuper d'un enfant. L'amour suffit. Je prends le contre-pied d'affirmation de certains psys qui disent que l'amour ne suffit pas, qu'il faut de l'autorité, de la rigueur, etc. Et moi, ce que j'appelle l'amour, c'est simplement cette toute simple ouverture à l'altérité radicale de l'autre, au fait qu'il est complètement singulier et qu'il ait une sensibilité complète, au même titre que moi. C'est la condition première, en fait. Et à partir de là, une fois qu'on prend conscience de ça, il me semble que tout le reste se déroule naturellement, qu'on se retrouve guidé par la personne avec laquelle on est en interaction, qui nous indique par ses réactions, ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Et ensemble, comme ça, on apprend à se connaître, on évolue, on apprend à adapter nos réponses aux demandes. L'enfant aux nôtres, les nôtres à l'enfant, parce que les enfants aussi sont capables de comprendre que nous avons des besoins. Et ça, je dis ça pour casser un peu l'idée que les parents seraient des sacrifiés aux besoins tyranniques d'un enfant. Pas du tout. Un enfant
dont la sensibilité est respectée, respecte la sensibilité de l'autre. Le contrôle, c'est une entreprise de négation d'autrui, de sa singularité, de sa sensibilité. Et quand un enfant naît au monde, la première chose qu'il apprend, c'est ça, c'est comment se met en place le lien. Et de la façon dont le lien s'est mis en place découlera sa définition de l'amour. Voilà. Donc, s'il a été aimé, entre guillemets, toute sa vie durant dans le contrôle, eh bien, il reproduira ce type de comportement en grandissant, et donc sur les autres, sur sa conjointe, sur ses collègues, etc. La suite de cet entretien sera diffusée dans le prochain épisode. Si vous souhaitez en savoir plus ou contacter Dali, vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode, comme d'habitude. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!